Voici le dernier né des 747. Le 747-8. Il s'élance sur la piste pour décoller. Soudain, le pilote doit freiner brutalement. L'avion s'arrête dans un hurlement de pneus. Ses disques sont incandescents. Les pompiers se précipitent, mais n'interviennent pas. Nous n'assistons pas à une catastrophe, mais à l'un des nombreux tests que doit subir le dernier modèle de 747. S'il prend feu, il échouera. Pendant près de 40 ans, le Jumbo est resté le roi incontesté des airs. Mais il vient de céder sa couronne à l'Airbus A380, plus grand. Mais chez Boeing, on est bien décidé à reconquérir ce titre. L'avionneur reprend à partir de zéro la conception de cet avion emblématique dans la plus grande usine du monde, la Megafactory Boeing. Les pompiers attendent 5 minutes, puis refroidissent les roues des trains du 747. Preuve est faite que l'avion peut interrompre sans risque un décollage et permettre à ses passagers de s'échapper. Chez Boeing, on espère que ce sera l'unique décollage avorté. Le 747-8 est la version la plus récente et la plus sophistiquée du fleuron de l'avionneur américain. Ce sera l'appareil le plus long du monde et surtout le plus propre de sa catégorie. Comme tous les Jumbo qui sillonnent les airs, il naîtra à Everett, dans l'État de Washington, au nord de Seattle. La Megafactory Boeing est le plus grand bâtiment du monde. Les peintures murales de ses portes détiennent le record mondial de taille dans le Guinness Book. Ces dimensions lui permettraient de contenir aisément tout Disneyland. Nous ne sommes plus dans une usine, mais dans une petite ville qui abrite sa propre caserne de pompiers. 7 cafétérias parmi les plus fréquentées des États-Unis sont à l'intérieur même de l'usine. 207, s'il vous plaît. Le personnel se déplace sur une armada de tricycles et de vélos. Mais il faut souvent des mois aux nouveaux employés pour s'orienter dans ce bâtiment. Ces dimensions étaient absolument écrasantes. C'était un peu la folie. Je ne savais pas trop ce que je faisais, ni où j'allais. 23 ans après, j'arrive encore à me perdre dans cette usine. Ce bâtiment est si gigantesque que des nuages se forment parfois près de son plafond d'une hauteur de 10 étages. C'est une jungle de pièces détachées d'avions, de toutes formes et de toutes dimensions. Pourtant, l'ordre règne sous cette apparente anarchie. Chaque avion fabriqué ici possède son propre emplacement. Cette zone est réservée au chouchou de l'entreprise, le 747. Le premier avion construit ici fut un 747, le premier Jumbo Jet. Très rapidement, l'appareil a conquis le titre incontesté de roi des airs. Une suprématie jamais remise en cause durant 40 ans. Mais en 2007, sort un appareil qui le surclasse en taille et en capacité, l'Airbus A380. Cet avion double pont emporte 550 passagers. C'est la réponse d'Airbus à l'explosion du trafic aérien durant la dernière décennie.
On constate un véritable tournant dans l'industrie aéronautique. Les gens volent plus souvent, les avions sont pleins. On a une demande soutenue pour de nouveaux appareils. Pas n'importe quel appareil. Les compagnies aériennes les veulent plus économiques. L'A380 répond à ces attentes. Mais dans ce contexte, le vieux Jumbo est dépassé. Quand les prix du carburant s'envolent et que l'environnement devient un souci majeur, l'appareil s'avère cher et polluant. Boeing n'a pourtant pas l'intention de renoncer à son avion. Au lieu de concevoir à partir de rien un nouvel appareil, au prix d'une dizaine d'années et de milliards de dollars, on va offrir une cure de jeunesse radicale à cet avion emblématique. Le prochain Jumbo sera plus efficace et moins polluant. Le 747-8 volera plus vite. Il sera capable d'effectuer le tiers du tour de la Terre sans se réapprovisionner. Il sera aussi le plus propre de tous les 747 jamais conçus. Nous sommes persuadés que la taille du 747-8 est idéale pour le marché. Airbus propose bien sûr un avion plus grand avec l'A380. Mais le 747-8 consommera moins de carburant par passager que l'A380. C'est un critère essentiel pour les compagnies qui achètent de grands appareils. Mais l'A380 est déjà en exploitation et Boeing doit rattraper son retard. Heureusement, dans le hangar voisin, des technologies innovantes sont déjà disponibles. On y construit un avion révolutionnaire en fibre de carbone, le 787 Dreamliner. Le 747 lui empruntera la forme innovante de sa voilure et ses nouveaux moteurs économiques en carburant. Le nom du nouveau Jumbo témoignera de sa filiation. Il s'appellera 747-8. Il fait appel aux technologies du futur, mais aussi à 40 années d'expérience. La saga du 747 débute au milieu des années 60. L'invention de l'avion à réaction entraîne une explosion du trafic aérien. La demande pour des vols long courriers ne cesse de croître. Une compagnie aérienne est en tête du peloton, Pan Am. En 1965, Pan Am réclame désespérément des avions à réaction long courrier plus grands. Son président, Juan Trippe, rencontre celui de Boeing, William Allen. Il lui demande de construire un appareil capable de franchir 5000 km avec 350 passagers, le double des capacités de l'époque. L'ingénieur en chef, Joe Sutter, se voit confier cette tâche titanesque. On l'appelle le père du 747. Il fallait loger 350 passagers au lieu de 100. Comment faire? On a immédiatement pensé à superposer deux avions. 40 ans avant l'A380, Joe Sutter conçoit l'idée du double pont. Mes ingénieurs ont commencé à travailler dessus. Le double pont entraînait une bonne dizaine de problèmes. Ils ont alors eu l'idée d'un avion plus large avec deux couloirs. Selon la légende, Juan Trippe de Pan Am aurait dit « Si vous le fabriquez, je l'achète ». Il commande 25 Jumbo pour un total de 3,7 milliards de dollars d'aujourd'hui. Boeing relève le défi. Il reste un léger détail. L'avionneur ne possède pas d'usine assez vaste pour construire le 747. Boeing construira en 1966 la plus grande méga factory ayant jamais existé. Les ouvriers montent le premier 747, tandis que les murs de l'usine s'élèvent autour d'eux. On les surnomme « The Incredibles », les incroyables. L'insigne représentait Paul Bunyan, ce bûcheron qui abattait les arbres à la hache.
Mes ingénieurs n'appréciaient pas vraiment cette pagaille. Ils avaient un travail à accomplir. Ils savaient ce qu'il fallait faire et ils l'ont fait. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ils construisent le premier 747 à partir de zéro en seulement 28 mois. L'appareil sort de la Mega Factory Boeing le 30 septembre 1968. Le champagne aura pourtant quelques difficultés à couler. Ne les cassez pas encore. On va compter. 1, 2, 3. Compris? Attendez, attendez. Attendez. Allez. On recommence. 1, 2, 3. On a eu quelques problèmes. Mais le décollage a été un immense soulagement pour nous tous. On m'a demandé si on craignait pour notre sécurité, mais ça n'entrait pas en ligne de compte. On avait un travail à accomplir, il fallait beaucoup réfléchir, on était très enthousiastes. En sortant, on a eu droit à un bain de foule. C'était un moment fabuleux et un avion fabuleux. Le 747 ne sera pourtant qu'une solution transitoire. Au milieu des années 60, la demande est aux avions supersoniques capables de voyager plus vite que la vitesse du son. Boeing admet avoir vendu seulement 50 747 destinés au transport de passagers. L'avionneur est persuadé que l'avenir appartient à son supersonique à géométrie variable, en concurrence directe avec le Concorde européen. Le rêve supersonique s'achève en impasse économique. C'est un gouffre à carburant. Pour Boeing, l'expérience ne dépassera pas cette maquette grandeur nature. Moins gourmand, le 747 sort de son purgatoire et devient le roi des airs. Depuis 1968, Boeing a construit plus de 1400 Jumbo. Leur trajet cumulé représente 101 000 vols aller-retour jusqu'à la Lune. Tous ont été construits ici, dans la Mega Factory de Boeing. En 43 ans, rien n'a changé. La fabrication du Jumbo reste un travail manuel. On ne trouvera aucun robot ici. C'est bon? C'est en place? Ouais. Sur notre ligne d'assemblage, il est essentiel de maintenir la cadence. On appelle ça le rythme de la batterie. Nos mécaniciens doivent pouvoir travailler sur un avion, puis passer au suivant, tout en maintenant la cadence. En fait, on ne fabrique rien ici. Everett n'est qu'une gigantesque plateforme d'assemblage. Les pièces détachées fabriquées dans le monde entier convergent à Everett. Les sièges sont fabriqués en Allemagne, des éléments de la voilure en Chine, les volets en Australie. Le nouveau 747-8 comporte plus de 6 millions de pièces. Il est vital qu'elles soient livrées ici en temps et en heure. Cette méthode éprouvée, dite du juste à temps, est source d'économie pour Boeing. L'avionneur ne doit plus acheter à l'avance ni stocker ses pièces. Elle n'est pas sans risque. La synchronisation doit être parfaite. Oui, nous sommes parfois en rupture. Pour maintenir la production, il faut s'assurer que les pièces qui pourraient interrompre la production ne viennent jamais à manquer. Il n'est pas question de laisser en attente l'une des plus grosses pièces, ce réacteur à 20 millions de dollars. Les réacteurs sont des pièces coûteuses. Nous gérons notre trésorerie en fonction des coûts d'inventaire. C'est pourquoi nous montons les réacteurs sur tous nos avions un jour ou deux avant leur sortie d'usine. Ils arrivent juste à temps.
S'il paraît difficile d'égarer un moteur de 747 de 7 tonnes, il reste 6 millions d'autres pièces que Boeing doit suivre à la trace. Comment ça va? Bien. Il me faudrait une jauge d'huile. Ok. Et cet alésoir. Chaque pièce est suivie par un système informatique. Boeing peut ainsi savoir à chaque instant où se trouve n'importe quelle pièce. Tiens, autre chose? C'est parfait. Merci. Merci. La fabrication d'un 747-8 commence par ses éléments les plus importants, les ailes. La zone d'assemblage des ailes occupe un quart de l'espace dédié au jumbo. Les nouvelles ailes du 747 sont les plus grandes jamais construites par Boeing. Chacune est assez vaste pour accueillir 4 maisons de 3 pièces. Le dessin de ces ailes est déterminant pour un 747 plus performant et par conséquent plus propre. Durant 40 ans, le 747 a été doté d'un profil d'aile datant des années 60. Le 787 bénéficie du profil le plus moderne qui existe. Il améliore la finesse aérodynamique des ailes et diminue la consommation de carburant de l'avion. Les ailes reposent sur leurs tranches au début de l'assemblage pour faciliter l'accès. La structure se compose de 3 longerons qui traversent toute l'aile et sont réunis par 55 nervures. Cette structure apporte une excellente intégrité physique, un facteur essentiel puisque les ailes supportent tout le poids de l'avion en vol et les contraintes des turbulences. Chacune contient également jusqu'à 58 tonnes de carburant. Le revêtement en aluminium des ailes est fixé sur la structure par des milliers de pièces de fixation. Chacune d'elles est vitale. Ici, une erreur peut se payer en vies humaines. Chaque pièce de fixation est ainsi vérifiée 2 fois. Je fixe ce panneau sur le longeron. Je serre avec cette clé dynamométrique. Et quand il est serré, on revérifie pour s'assurer que tout va bien. L'aile presque terminée commence à adopter sa forme caractéristique. Cette forme permet à l'aile de supporter l'appareil de 440 tonnes dans les airs. En vol, une zone de basse pression se forme sur l'aile et une zone de haute pression en dessous, ce qui crée la portance. Lorsque l'appareil vole, l'air passe de part et d'autre de l'aile. Et la pression nette pousse l'aile vers le haut. Tout se complique quand ces flux se rencontrent à l'extrémité de l'aile. L'air qui provient du dessous de l'aile repart vers le haut. Ce flux circulaire est appelé tourbillon marginal. Ce tourbillon applique une poussée vers le bas sur l'aile et diminue sa portance. La solution prend la forme d'une incurvation de l'extrémité de l'aile. Ce nouveau dessin force les tourbillons marginaux à se former en bout d'aile pour réduire sa traînée. Cette forme nouvelle est également source de nouveaux problèmes. Les essais en vol révèlent la présence d'une petite vibration dans les ailes qui entraîne des oscillations pouvant atteindre 5 cm. Au cours des tests, nous poussons l'avion dans tous les domaines, comme l'altitude, la vitesse. Nous avons remarqué à grande vitesse, avec une certaine charge et une certaine quantité de carburant, une petite vibration dans les ailes et les réacteurs. Dans le pire des cas, ces oscillations pourraient arracher les ailes de l'avion. Pour respecter la réglementation et éviter les retards, il faut éliminer ces problèmes de voilure qui pourraient geler le programme des 747. Ce ne serait pas la première fois. À la fin des années 60, le premier 747 a rencontré d'autres soucis d'aile.
Les essais en soufflerie avaient montré une mauvaise répartition de la pression sur les ailes qui remettait en cause leur forme. C'est Joe Sutter qui apporta la solution. On a eu l'idée d'incliner vers le bas la partie extérieure de l'aile de quelques degrés. On s'est dit que ça fonctionnerait peut-être. On a fait des essais en soufflerie et cette petite modification a résolu le problème. Cette petite modification fonctionne. Les contraintes sont réparties correctement sur les ailes et le 747 est bon pour le service. En l'honneur de Joe, elle est baptisée l'astuce de Sutter. Grâce à lui, les incroyables terminent le Jumbo à temps pour son lancement. Le 747-8 fait appel à une astuce différente. Il bénéficie d'une solution du 21e siècle. Ces ordinateurs de bord sont programmés pour éliminer les vibrations. Ce système de commande de vol électrique représente un progrès majeur par rapport aux câbles qui contrôlaient les ailes. Une action du pilote déclenchait le mouvement d'un câble qui commandait à son tour une surface de l'appareil. Le système de commande électrique est informatisé. Lorsque le pilote actionne le manche, par exemple, un signal électronique est envoyé au vérin qui contrôle la surface. Vous pouvez ainsi augmenter la part d'informatique et de contrôle logiciel du pilotage dans les manœuvres de l'appareil. Grâce à l'ordinateur, on peut introduire de minuscules modifications dans les contrôles des ailes pour annuler les oscillations. C'est une solution simple dans l'esprit des incroyables de Joe Sutter. Je suis immensément fier de travailler sur un appareil conçu et construit par Joe Sutter et son équipe avant que j'entre en maternelle. En 1968, Joe Sutter et ses incroyables créent la forme la plus identifiable de l'histoire de l'aviation commerciale. La célèbre bosse. À l'origine, elle ne devait pas accueillir un salon destiné à la jet-set. Pour Boeing, qui voit l'avenir dans les supersoniques, le Jumbo deviendra un avion cargo. Heureusement, les caractéristiques d'un avion de 350 places sont proches de celles d'un avion cargo. Et nous avons réussi à construire un avion destiné à la fois au transport de passagers et au fret. S'il est facile de faire embarquer des passagers, il en va autrement des charges volumineuses. Nous avons envisagé beaucoup de solutions, dont l'ajout d'une porte de chargement sur le nez pour embarquer le fret par l'avant. Ce concept radical permet de charger le fret par le nez de l'appareil. Le poste de pilotage est surélevé pour libérer le passage, donnant ainsi naissance à la célèbre bosse. Juan Trippe, le président de Pan Am, réalise immédiatement son potentiel. Juan Trippe s'est retourné, a regardé cette partie et demandé à quoi elle servait. Son ingénieur en chef a répondu que ce serait un espace de repos idéal pour l'équipage. Juan Trippe a dit « Il sera réservé aux passagers ». Et c'est ainsi que le pont supérieur dans lequel nous nous trouvons est né. Sur le nouveau 747, cette bosse est devenue aussi longue qu'un 737. À l'usine, l'assemblage du fuselage progresse. Il est construit en plusieurs tronçons. L'arrière, le milieu et l'avant avec sa fameuse bosse. Chaque tronçon est assemblé panneau par panneau. Ceux-ci sont protégés pendant l'assemblage par une couche de vinyle vert. Seul le nez de l'avion est fabriqué d'un seul tenant. La partie inférieure du plus grand tronçon est montée à l'envers pour faciliter le travail. On l'a fait ensuite pivoter de 180 degrés sur une structure spéciale pour assembler sa partie supérieure. Une fois assemblé, ce tronçon est si imposant qu'un pont roulant géant de 34 tonnes est indispensable pour le déplacer.
26 ponts roulants circulant sur 50 km de rails déplacent ces énormes tronçons à travers l'immense complexe. On dit à tous les pilotes qu'on les a fait voler avant eux. On les conduit jusqu'à leur destination. On les pose et les employés travaillent dessus. Quelques grutiers ont le vertige, mais c'est un inconvénient. Mieux vaut ne pas en souffrir. Avant d'assembler définitivement les tronçons du fuselage, il est vital de s'assurer qu'aucun objet n'a été égaré. Un boulon égaré pourrait provoquer une catastrophe en roulant au mauvais endroit, comme dans un réacteur ou un réservoir de carburant. Chaque rivet, chaque fixation peut devenir dangereux. Je me souviens d'un vieux proverbe que j'ai entendu il y a longtemps et qui dit « On compte la quantité, mais on compte sur la qualité ». Il est 2 heures du matin, mais Boeing ne dort jamais. Dans le plus grand bâtiment du monde, on exécute une manœuvre extrêmement complexe. L'équipe du 747-8 a monté les ailes et le fuselage. Il est temps de les réunir. Le 747-8 pourra enfin ressembler à un jumbo. La réunion des 3 tronçons du fuselage est l'une des tâches les plus difficiles de tout le processus d'assemblage. C'est pour cette raison qu'il s'effectue en pleine nuit. Les risques sont moindres. Peu de personnes sont présentes au sol. Les risques d'accident sont réduits. Ces éléments valant des millions de dollars doivent être assemblés avec un soin extrême. Les mécaniciens doivent prêter attention aux moindres détails. Ils positionnent le tronçon avant qui va recevoir les ailes. Il est descendu avec la plus grande précision. On doit être aligné pour positionner parfaitement le berceau. On travaille à 5 mm près. On approche ensuite les ailes près du fuselage central. Elles occupent pratiquement toute la largeur de l'usine. 2 tracteurs doivent les déplacer exactement à la même vitesse pour les empêcher de heurter les parois de l'usine. 5 petits centimètres séparent les murs des extrémités des ailes. Le tronçon arrière est ensuite fixé au reste de l'appareil. Le jumbo commence à prendre sa forme caractéristique. Il mesure 76 mètres de long et 68 mètres de large. Des milliers de personnes ont contribué à ce résultat. Diriger et organiser autant d'hommes n'est pas une mince affaire. Mais Boeing a accumulé beaucoup de savoir-faire en 40 ans. Durant les premières années, l'avionneur a dû affronter une débâcle financière et frôler la faillite. Il a licencié du personnel et freiné certains projets. La poursuite du programme du 747 était un vrai défi. Nous travaillions très dur pour sortir les plans à ce moment-là. Le bureau d'études a compté jusqu'à 4500 personnes. On m'a demandé d'en licencier beaucoup, alors qu'il nous fallait 800 ingénieurs de plus. J'ai pensé que ça me coûterait peut-être mon poste, mais je devais leur donner mon point de vue. Je crois que c'est ce que j'ai fait de mieux pour Boeing. Si j'avais licencié des ingénieurs, tout le programme aurait pu disparaître. Le programme du Jumbo actuel aurait également pu disparaître. En 2008, les techniciens de Boeing se mettent en grève durant 2 mois et mettent à mal les délais déjà très courts. Chaque journée perdue coûte à Boeing 100 millions de dollars. Soumis aussi à des problèmes de conception des ailes, Boeing doit allonger ses délais de livraison de 2 ans. Certains clients annulent leurs commandes. Mais le souci immédiat de Boeing est de terminer cet appareil-là.
Il faut maintenant le motoriser. Il recevra 4 nouveaux réacteurs révolutionnaires. Les anciens moteurs du 747 consommaient plus de 12 000 litres de carburant par heure. Des tarifs pétroliers records obligent les compagnies aériennes à trouver tous les moyens possibles pour réduire les consommations. Le succès du 747-8 dépend étroitement du choix de moteurs plus économiques. General Electric est le meilleur fabricant de réacteurs d'avion. Ces tout nouveaux moteurs sont les plus efficaces qu'il a jamais construits. Boeing a demandé à General Electric de les adapter au 747-8. Mais ils sont tout sauf bon marché. Ce sont les pièces les plus coûteuses du nouveau 747, avec un prix unitaire de 20 millions de dollars. Mais ils les valent bien. Les matériaux composites des ailettes et du revêtement allègent chaque moteur de 180 kg. Multiplié par 4, ce poids équivaut pratiquement à 10 passagers supplémentaires. Dotés de moins d'ailettes et tournant moins vite, ces réacteurs sont les plus silencieux jamais produits par General Electric. Ils fournissent un flux d'air supérieur avec moins d'énergie. Leur consommation en est réduite d'autant. Comment y parviennent-ils ? « 10% seulement de l'air est mélangé au carburant et brûlé dans la chambre de combustion. Celle-ci entraîne un ensemble de turbines qui propulsent les pales. Ces pales entraînent les 90% d'air restant vers l'arrière du réacteur, créant ainsi la poussée. Bien que moins gourmands en carburant, ces 4 moteurs propulsent un 747-8 à pleine charge à plus de 1000 km/h. Un seul de ces moteurs produit une poussée égale à celle des 8 réacteurs d'un B-52. À l'usine, on s'apprête à monter les réacteurs. D'énormes blocs de béton sont fixés sur les ailes aux futurs emplacements des moteurs. Ils empêchent l'appareil de basculer vers l'arrière. Chaque moteur pèse 7 tonnes. 4 d'entre eux quitteront leur chariot pour être fixés sous les ailes. Cette opération doit s'effectuer dans le calme et la précision. Je mets en tension et je teste. Un léger décalage des 4 treuils empêcherait la présentation correcte du réacteur. 45. Les roues sont comme tu veux. Notre équipe est très soudée. On travaille bien ensemble, chacun occupe le poste qu'il veut. 0, parfait, retire tes broches. On communique bien. Ça nous évite les problèmes. L'élingue est posée, sécurisée. Sécurisé. On est à 30 cm environ. On va retirer les boulons à l'avant. Une broche à l'avant sert à aligner le support. On l'enduit de produits anti-grippants. On avance encore de 15 cm, on vérifie que tout va bien. Encore 15 cm et on fixe les 4 boulons. La tolérance est infime, 2 centièmes de millimètre. Avance. « 12 boulons suffisent pour fixer ces énormes moteurs. Les 4 sont engagés. Tu es à 50%? Pas encore. Je continue. C'est bon. Ces boulons sont serrés à 880 Nm à l'arrière et 500 Nm à l'avant. Ceux de l'avant sont conçus pour se casser en cas de problème. Le moteur se détachera à l'avant et tombera de l'avion sans emporter les ailes, les volets ou autre chose. Et d'un.
Il reste 3 réacteurs à monter. L'équipe devra de nouveau travailler jusqu'à l'aube pour terminer sa tâche. Après des semaines de travail minutieux, on s'apprête à mettre l'avion sous tension. Auparavant, il reste un travail encore plus minutieux à accomplir. Vérifier chaque circuit, l'un après l'autre. L'avion consomme beaucoup d'électricité, assez pour alimenter plus de 50 foyers. Il est parcouru par 214 km de câbles. Tous convergent vers la console électronique, qui est le système nerveux de l'avion. Le nouveau système de commande électrique est piloté par des ordinateurs embarqués. Il n'est pas entièrement automatisé. Le pilote peut prendre la main sur l'ordinateur. Plusieurs systèmes de secours sont présents en cas de problème. Si je veux abaisser les volets, je fais appel au système hydraulique. Mais si l'hydraulique tombait en panne, on peut le faire avec de l'air comprimé. Si c'est impossible, on peut utiliser l'électricité. Nous avons plusieurs niveaux de redondance. Avec un ordinateur spécial, des techniciens injectent un signal test dans chacun des circuits. Sectionneur 10495. Contact. OK. Kilo 2. Bravo 24 et Bravo 21. Coupé. C'est le moment de vérité. On le relie au réseau électrique de l'usine. C'est la première mise sous tension de l'appareil. Cette mise sous tension est un moment clé dans la fabrication d'un 747-8. Les moteurs sont en place, le Jumbo est pratiquement prêt à s'envoler. Avant cela, il doit être aménagé. Comme ses moteurs General Electric et ses ailes, il emprunte son aménagement intérieur à son petit frère, le Dreamliner. Les couleurs sont nouvelles. Il y a plus d'espace et un éclairage d'ambiance. Chacun des clients de Boeing a sa propre idée sur l'aménagement intérieur et souhaite que ces Jumbo affichent ses couleurs particulières à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans l'immense atelier de peinture de l'usine, on enlève le vinyle protecteur. Une couche de primaire est appliquée au pistolet par les peintres. Viennent ensuite plusieurs couches de couleurs, suivant les désirs de chaque client. Le nombre de couches de peinture a son importance. Un excès de peinture risque de masquer des signes révélateurs d'une fatigue du métal. De plus, ce poids supplémentaire ne ferait qu'augmenter la consommation de carburant. On utilise habituellement 500 kg de peinture par avion. Cette peinture tiendra 4 ans. Cet appareil arbore les couleurs de Boeing, car il va bientôt être mis à l'épreuve. Il devra subir une batterie de tests en vol éprouvants avant les livraisons. Les pilotes d'essai amènent l'appareil à des extrémités que les passagers n'auront jamais à subir. Sauf s'ils travaillent pour Boeing. Les tests d'emport de charge sont parmi les plus éprouvants pour l'avion. Et pour les passagers. Il est recommandé d'avoir un estomac résistant. Au-delà de leur aspect amusant, ces essais sont très sérieux. Ces tests d'emport de charge mesurent les charges à travers l'avion.
Le pilote exécute des manœuvres extrêmes. Il cabre l'appareil puis le fait piquer. La gravité passe de 0 à 2G en quelques secondes. Le fuselage et les ailes subissent de fortes contraintes. Ils s'amusent beaucoup pendant les premières minutes, mais cela dure plusieurs heures à chaque fois. Tôt ou tard, ça devient beaucoup moins amusant. Durant ces essais, la répartition des masses dans l'avion est contrôlée avec de l'eau. Les pilotes et les ingénieurs transfèrent les masses dans le fuselage en déplaçant l'eau d'un baril à l'autre par pompage. L'objectif est de simuler les différentes configurations de charge que l'appareil pourrait rencontrer en vol. Centrage avant, centrage arrière, forte charge, faible charge. On doit vérifier dans toutes les conditions d'utilisation que les caractéristiques de l'avion sont bonnes. Le 747-8 doit maintenant subir le difficile test de vitesse minimale de décollage. Le pilote tente de décoller le plus lentement possible. La queue de l'appareil vient alors racler la piste. Pour réussir cette épreuve, l'avion doit décoller en sécurité à cette vitesse. Si un pilote rate son décollage et fait toucher la queue de l'appareil, il doit pouvoir décoller en toute sécurité dans cette position. On fixe une longue cale en bois à la queue pour ne pas endommager son revêtement quand elle racle la piste. Le nouvel appareil subit ensuite l'épreuve des oscillations. Durant ce test, les commandes de vol électriques sont poussées à leur limite. On vole à très haute vitesse, généralement au-dessus des limites admises sur les vols commerciaux. On déclenche des vibrations dans chaque axe en donnant littéralement des coups dans les commandes pour voir les réactions des contrôles et s'assurer que l'avion amortit les vibrations doucement et rapidement. Maintenant, on écrase les freins en plein vol pour voir le résultat. Les pilotes de ligne sont entraînés à reprendre un décrochage imminent. Mais on voit rarement, sinon jamais, un avion décrocher réellement. Pour nous, c'est banal. Nous avons réalisé des centaines de décrochages sur ce modèle. Et ils sont sans conséquence. Un avion décroche en cas de cabrage excessif. Ses ailes ne génèrent plus de portance et l'appareil commence à tomber. Je relâche la pression sur le manche et je le laisse revenir au centre. Je me contente parfois de laisser retomber mes mains. L'avion se rétablit parfaitement tout seul. Des milliers d'employés ont assemblé 6 millions de pièces pour faire naître cet avion. Il a surmonté les pires épreuves que les pilotes lui ont fait subir. Il a survécu aux retards de fabrication, aux délais imposés. Si vous souhaitez repartir avec ce Boeing 747-8 flambant neuf, il ne vous coûtera que 333 millions de dollars. Le nouveau Jumbo Jet est prêt pour le test le plus difficile. La compétition dans les airs. J'ai envie de dire aux nouveaux pilotes du 747-8 que c'est un avion passionnant, un appareil magnifique. Je pense que ce 747-8 aura du succès. Ce sera l'avion des 20 prochaines années. Le plus grand bâtiment du monde, cette méga factory, livre son 3381e avion. Même si l'attente a été un peu longue, elle en valait la peine. Le nouveau 747-8 s'apprête à reconquérir son titre de roi des airs.